Aujourd'hui, alors que la partie 2 du nouvel animé Bleach n'a jamais été aussi proche, j'ai bien envie de parler un peu de quelques mystères et points d'ombre qui dans le manga sont restés sans réponse. Si vous êtes familier avec l'univers de Bleach, vous savez qu'il reste encore pas mal de choses notables qu'on ne sait pas, qui n'ont jamais vraiment été dévoilées et qui alimentent encore les débats à l'heure actuelle. Et avec le retour en grande pompe de la licence, notamment grâce à l'animé, c'est pas impossible qu'un jour on ait enfin des réponses à ces questions. Mais en attendant, dans cette vidéo, on va déjà déterminer les points que je juge comme étant les plus importants à travers 5 mystères qui méritent d'être exploités dans le futur. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la passion de Bleach, je vous invite à claquer vos bankai sur le bouton like et à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est dit, intéressons-nous aux mystères jamais résolus dans Bleach. On va commencer en parlant d'un point assez évident mais très important pour nous les fans de Bleach, les Zanpakuto et les Bankai. Quand un Shinigami révèle son sabre ou sa libération ultime, c'est toujours un grand moment et ça fait partie de ces trucs qu'on adore tous. Cependant, il en reste quelques-uns qui n'ont toujours pas révélé leur Bankai, les plus notables étant Aizen, Isshin ou encore Ukitake. On a bien quelques bribes d'informations. Par exemple, on sait que le Bankai d'Isshin est difficile à supporter pour son corps, et qu'il est évidemment lié au feu, ce qui laisse imaginer un Bankai à double tranchant, dévastateur en termes de puissance mais probablement très risqué à utiliser. Pour ce qui est d'Aizen, par contre, on reste dans le flou. Mais quand on connaît la puissance de Kyokasugetsu en Shikai, on peut se demander si son Bankai a vraiment un intérêt. Ensuite, Ukitake, c'est pareil, y a pas vraiment d'informations notables, mais vu le teasing récent de Tite Kubo avec le one-shot sur l'enfer, c'est lui qui a le plus de chances de nous le dévoiler dans le futur, je pense. Mais y a pas que ces trois-là, y a aussi la Division Zero qui a pas montré grand-chose niveau Zanpakuto, et j'aimerais beaucoup les voir dans des combats en 1 contre 1. Franchement, ils le méritent vu leur prestation dans le manga qui est vraiment ratée si on exclut Ichibei. D'ailleurs, pour moi, un des pires Zanpakuto reveal, comme on dit, c'est celui de Kirinji. Le gars se fait littéralement humilier quand il sort son Zanpakuto, faut bien le dire, mais en vrai, aujourd'hui, la scène me fait marrer. Après, pour revenir sur le Gotei 13, là-bas aussi, certains n'ont jamais révélé ne serait-ce que le nom de leur Zanpakuto, comme Iba ou Yoruichi. Pour le premier, il est aujourd'hui capitaine et on connaît rien de ses capacités, c'est un truc de fou. Lui, c'est garanti, s'il y a un arc en fer un jour, il va casser des têtes, je vous le dis. Dormez pas sur mon gars Iba. Après, Yoruichi, on sait qu'elle a un Zanpakuto, et dans les romans, on apprend qu'elle préfère ne pas s'en servir, et que celui-ci serait plus un handicap qu'un atout pour elle. Du coup, il y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'elle le révèle, mais elle en a bien, et qui sait, il pourrait être utile un jour. Et en vrai, il en reste encore, on va pas tous les faire, mais Lisa Yadomaru par exemple, qui est aujourd'hui capitaine, n'a jamais dévoilé de Bankai. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi tout ça c'est des trucs que j'aimerais beaucoup découvrir un jour. Et vu la direction que prend l'animé avec le Bankai de Shinji qui va être adapté à l'écran, je me dis que tout est possible. Passons donc au second mystère que je voulais aborder, et il s'agit des grandes familles nobles, ou plus spécifiquement la 5e de ces familles dont on ne connaît toujours pas le nom. Dans le manga, la noblesse est un concept trop peu exploité après l'arc Soul Society, et au final on ne connaît que 3 des grandes familles nobles, les Kuchiki, les Shion et les Shiba, qui eux ne comptent plus vraiment car ils ont perdu leur rang. Mais si on s'intéresse au roman Ken Furrier Unworld, qui je le rappelle font office de suite directe aux événements de la guerre sanglante, on peut découvrir plein d'informations sur la noblesse, et on y découvre même la famille Tsunaya Shiro, un clan de dégénérés qui n'avait jamais été dévoilé dans le manga et qui représente tout ce qu'il y a de pire au Seireitei. Mais malgré tout ça, il reste toujours une famille qui manque à l'appel. On sait qu'elle existe et qu'elle fait partie des 4 grandes familles nobles actuelles, mais à part ça, y a pas grand chose. Même avec les light novels, tout ce qu'on apprend c'est la motivation pour laquelle l'ancêtre de ce clan inconnu souhaitait sceller le roi des esprits pour utiliser son pouvoir. Chaque ancêtre fondateur des familles nobles avait une raison différente, et pour ce mystérieux personnage, il s'agissait d'isoler l'enfer des autres mondes. Et si tous ces événements ne vous disent rien, je vous recommande de vous intéresser au roman, ou encore à ma rétrospective qui détaille toute l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, il est pas impossible que cette famille ait un lien très étroit avec l'enfer, même si ça peut sembler étonnant car jusqu'à maintenant, les Shinigami ne savaient pas qu'ils envoyaient les capitaines décédés en enfer. Si une famille noble liée à cet endroit existait, ils seraient sûrement au courant, à moins qu'ils cachent des choses que l'auteur prévoit de dévoiler dans le futur. Ça paraît pas impossible qu'à l'instar des Tsunaya Shiro, cette famille soit aussi pleine de mauvaises intentions, et aussi bien ils attendaient tranquillement que les portes de l'enfer finissent par s'entrouvrir avant de passer à l'action. En tout cas, ce petit lien avec l'enfer qui est la seule chose qui définit plus ou moins cette famille, me fait penser qu'elle pourrait être dévoilée dans une potentielle suite du manga, même si encore une fois ça reste très incertain. Et je veux bien votre avis là-dessus parce que moi perso, plus le temps passe, plus j'ai de l'espoir. En plus, on sait que l'auteur a déjà des choses de prévues pour certains des nouveaux personnages. Vous avez sûrement déjà vu cette info, mais récemment il a répondu à une question sur la nouvelle vice-capitaine de la 8ème division, en disant pour résumer qu'il pouvait pas dévoiler à quoi elle ressemblait avant de la rejoindre parce qu'il pourrait avoir à le dessiner dans le futur. Pour beaucoup de fans, c'est encore un indice clair qu'un arc en fer est possible, et bon, même sans savoir ça, tous les points développés dans le one-shot montrent clairement que l'auteur en a encore beaucoup sous le coude, et sait très bien quel point de son univers il lui reste à développer. Donc à ce stade, il suffit juste d'être patient et de se régaler avec l'animé en attendant.
Bon, on a déjà évoqué un peu l'enfer à travers ce dernier point, donc allons-y complètement parce que même si on a bien sûr quelques informations, que ce soit via le manga ou le one-shot, ça reste selon beaucoup le point le plus brûlant quand on parle de mystère lié à Bleach. Malgré 74 volumes, Tite Kubo n'a jamais vraiment eu l'occasion de développer cet aspect de l'univers qu'il avait introduit dès le tome 2 du manga. Et je vous le dis tout de suite, oubliez le film 4. La plupart de ce qu'on y voit a aucun sens et au final l'implication de l'auteur dedans est moindre. Tout n'est pas acheté dans le film, mais globalement il a très peu d'intérêt. Surtout aujourd'hui, après le one-shot qui redistribue complètement les cartes et nous dévoile des pans encore insoupçonnés de l'univers de Bleach. Le fait d'apprendre que les Shinigami sont divisés en plusieurs classes selon leur Reiatsu, et que les capitaines décédés sont envoyés en enfer soulève encore plein de questions qui, je l'espère, trouveront une réponse un jour. Par exemple, pourquoi les capitaines sont envoyés dans cet endroit censé accueillir les âmes les plus malveillantes? C'est quoi le but de la manœuvre et surtout qu'est-ce qu'ils deviennent là-bas? Si les Holos perdent leur nature de Holo, est-ce que ça vaut aussi pour les Shinigami? Est-ce qu'ils deviennent aussi des êtres nouveaux? Des gardiens de l'enfer ou peut-être des monstres? À ce stade, tout est possible. Mais ce qui me hype le plus, c'est d'imaginer un lien entre l'enfer et les 13 sanguinaires. Logiquement, en tant qu'ex-capitaine, la plupart devraient se trouver là-bas, on est d'accord. À moins que le rituel spécial du comte Soreisai n'ait pas été réalisé sur leur corps, ça on peut pas savoir. Puis aussi bien, ils sont peut-être pas tous morts. Imaginez si certains sont toujours vivants. Ils pourraient s'allier au Gotei 13 pour combattre d'anciens capitaines en enfer. Je sais que ça sonne un peu comme une fanfiction, mais en vrai ce serait ouf. Genre des sanguinaires de l'enfer contre des sanguinaires toujours vivants et alliés à des capitaines. Imaginez Iba contre le premier capitaine de la 7ème division, le fameux Shigio Nobutsuna. Bref, il y a trop de folie possible, mais recentrons-nous un peu parce que là ça part en vrille. Une autre question que j'ai par rapport à cette histoire de capitaine envoyé en enfer est en lien avec ceux qui ont atteint un niveau similaire sans néanmoins obtenir le poste. Je fais référence à des persos comme Sasakibe ou Renji, parce que ceux qui finissent en enfer sont ceux dont le corps contient trop de pression spirituelle en gros. Leur corps ne pouvant retourner à la Terre et se réincarner dans le monde réel, ils finissent là-bas. Sauf qu'on nous dit bien que ce rituel est réservé aux capitaines décédés. Du coup, Sasakibe, dont l'âme est probablement située parmi les classes les plus élevées, il fait quoi? Est-ce que son corps sans vie reste indéfiniment à Soul Society sans pouvoir retourner à la Terre? Il y a tellement de questions, franchement j'imagine même pas le jour où Kubo va drop un nouveau chapitre de nulle part, la hype va être furieuse. Et encore là on effleure juste la surface. On pourrait se demander quel type d'entité peuple l'enfer en plus des capitaines qui y sont envoyés, ou encore quel genre de holo de malade mental réside là-bas. Enfin bon, il y a trop de trucs, et comme j'ai dit, plus j'y pense, plus je me dis que c'est impossible de pas développer tout ça. Mais pour que ça arrive, faut soutenir Bleach au maximum. Peu importe le moyen, c'est ça qui montre qu'on est là et que la passion est surpuissante. On enchaîne avec le 4ème point d'ombre de cette vidéo, qui cette fois se situe dans le passé. Parce que si un arc en fer potentiel permettrait d'explorer le monde de Bleach des années après la guerre contre les Quincy, il y a aussi beaucoup à creuser quand on s'intéresse à l'histoire de Soul Society, qui contient encore de nombreux mystères. Et l'un des plus intéressants selon moi concerne les événements d'il y a 1000 ans ainsi que les 13 sanguinaires. Autrement dit, la toute première itération du Gotei 13 qu'on a pu voir en action grâce à l'anime. On connaît même leur nom maintenant. Mais est-ce que tout ça nous a été dévoilé juste comme ça, ou est-ce que ça cache quelque chose de plus gros? Parce qu'en vrai, ce fameux passage où on les voit apparaître dans l'anime, bien que giga stylé, n'apporte pas énormément de réponses et de contexte quant à la première guerre face aux Quincy. C'est même un peu étonnant car on a l'impression que ça s'est réglé en 10 secondes. Genre où sont les Sternritters surpuissants? Et puis Yua qui se fait fumer en mode je me fais surprendre par Sasakibe caché sous les cadavres, c'est quand même un peu bizarre. Vous allez dire que je force, mais en vrai ça explique pas pourquoi au final il est pas mort. Ça explique pas non plus clairement comment les Quincy ont pu survivre et toutes les questions qu'on a par rapport à ça restent sans réponse. C'est pour ça que je crois, ou du moins j'espère, que ce passage n'était qu'un petit morceau d'un flashback qu'on verra développer plus tard. Je sais que c'est beaucoup demandé et qu'il y a peut-être tout simplement pas de réponse à ces questions, mais si vous êtes comme moi, je pense que c'est aussi un truc que vous aimeriez voir. Espérons donc que ce passage au début de l'épisode 7 était surtout là pour bien dévoiler les 13 sanguinaires, mais qu'on aura ensuite plus de contexte sur le déroulement de ce combat vieux d'un millénaire. Imaginez s'il y a tout un épisode là-dessus en plus du flashback sur Yugram et Basby. Je sais que là je pars trop loin, mais sérieux ce serait trop bien et j'ai envie d'y croire. Parce qu'on a déjà évoqué ça plusieurs fois, mais il y a pas mal de problèmes par rapport au Quincy dans le manga. On peut parler par exemple de Soken Ishida, le grand-père d'Uryu, dont l'histoire n'est pas claire puisqu'on sait qu'il était impliqué d'une façon ou d'une autre avec le Vandenreich, et qu'il a fini par s'enfuir en leur volant quelques objets importants. Dans ma vidéo sur le fonctionnement du monde de Bleach, j'avais déjà listé pas mal de points d'ombre par rapport au Quincy en général, et je vous recommande d'aller la voir si vous voulez plus de détails, mais en tout cas j'espère que l'anime apportera plus de contexte à tout ça. Enfin bon, on verra bien, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je me casse trop la tête, mais il y a des éléments qui selon moi méritent d'être développés. Allez, pour terminer cette vidéo, on va se pencher sur deux personnages particuliers, et il s'agit de la nouvelle génération, Kazui et Ichika. Avec tout ce qu'on a vu dans le one-shot sur l'enfer, il est évident que ces deux gamins cachent des capacités spéciales et encore jamais vues dans l'univers de Bleach. En particulier Kazui, qu'on avait déjà vu faire une dinguerie à la fin du manga. Faut bien se dire que le gamin est le fils d'un humain Shinigami Quincy avec des pouvoirs de holo, et d'une Fullbringeuse possédant un pouvoir particulièrement puissant et unique. Forcément, avec ça, il est un peu prédisposé à devenir craqué, et j'ai trop envie de savoir ce dont il est capable. Et je parle pas forcément de bagarre ici, mais plutôt des pouvoirs spéciaux qu'il semble posséder et qu'on a pu voir dans le one-shot. Dans le manga, on l'avait déjà vu détruire les résidus de pression spirituelle de Yua
sans même en être vraiment conscient. Et rien que ça, c'est déjà spectaculaire. En plus, il a déjà accès à ses pouvoirs de Shinigami qu'il peut invoquer comme bon lui semble. Et il possède bien sûr son propre Zanpakuto, donc je serais curieux de découvrir son Shikai s'il le maîtrise, rien que pour voir les liens avec Engetsu et Zangetsu. Mais c'est avec le one-shot que l'intérêt pour le personnage devient réel et il y a trop de questions par rapport à lui. Genre déjà, c'est quoi ces poissons qui semblent invoquer pour se déplacer? Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce portail qu'il ouvre au moment où il rejoint cette amérante qu'il avait promis d'aider? En temps normal, vous savez que le boulot des Shinigami est de réaliser le rituel du Konso pour envoyer les amérantes vers Soul Society. Mais là, c'est clairement pas ce qui est en train de se passer. Et l'hypothèse la plus récurrente par rapport à ça est en lien avec l'enfer, encore une fois. Mais résumons le truc, si jamais c'est plus très frais dans vos têtes, Kazui rejoint une amérante en pleine nuit et lui promet de le guider vers un endroit où il sera plus seul. Ils ont l'air ensuite de se diriger vers un sanctuaire, tout ce qu'il y a de plus classique au Japon, mais Kazui s'arrête un peu avant, vers une sorte d'hôtel devant lequel il effectue des gestes évoquant les prières Shinto. C'est alors que des sortes d'yeux apparaissent de nulle part, suivis par un portail sinistre ressemblant à une bouche ouverte dont s'échappent des papillons de l'enfer. Est-ce que ce seraient les fameuses mâchoires de l'enfer? J'ai envie de dire qu'il y a de bonnes chances. Mais alors que l'amérante et Kon semblent apeurés devant un tel spectacle, Kazui les rassure en leur disant que tout le monde est avec eux, qu'ils sont tous ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bah c'est la grande question à laquelle on attend tous une réponse, et elle viendra forcément un jour, suffit d'être patient. En tout cas, si ça arrive, à mon avis, ce sera pas avant la fin de l'anime, donc pas avant quelques années. Et en attendant, on a largement de quoi se faire plaisir, à commencer par la partie 2 de la guerre sanglante le mois prochain. Donc attendez-vous à encore plus de hype global, surtout avec les dingueries qui vont arriver. Est-ce que les combats de Rukia et de Zaraki vont casser internet? Ça je suis pressé de voir, et quoi qu'il arrive, on va vivre des moments légendaires. Mais j'ai oublié un truc avant de finir, fallait que je parle aussi d'Ichika. En vrai, de base, elle est pas censée être aussi spéciale que Kazui, mais le truc c'est qu'elle a été capable de distinguer les holos de l'enfer bien avant tous les Shinigami, au moment où ceux-ci se sont fait attaquer dans le one-shot. Donc ça aussi, ça cache forcément quelque chose, la nouvelle génération a très certainement un lien spécial avec l'enfer, et elle sera sûrement centrale dans toute cette histoire qui s'annonce potentiellement monstrueuse. Et c'est tout ce que j'ai en stock pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura su vous hyper un peu par rapport au futur de Bleach et toutes les choses qui restent à explorer. Évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle contient, je pense, les points les plus importants, qui bien sûr peuvent très bien rester sans réponse. Je dis pas que tout sera forcément développé un jour. Et si jamais vous voulez creuser encore plus, récemment Farem a fait une vidéo où il liste tout ce qu'on sait pas sur l'univers du manga, même les trucs les plus insignifiants. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil, même si j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà. En tout cas, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de claquer vos bankai sur le bouton like et de vous abonner pour la passion de Bleach, et dites-moi en commentaire quel mystère vous aimeriez le plus voir être résolu dans le futur. Mais en attendant, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.